Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Stéphane Van Pevel, je suis le président de Novelas ASBL. Alors, ce soir, c'est un peu particulier puisque je suis intervenant et non pas animateur. C'est mon ami Loïc, ici présent, qui prend le flambeau avec qualité, j'espère, et flegmatique. Bon, bref, voilà. Alors, il vous présentera un peu la conférence. Elle a pour thème 2 livres. Le premier livre qui avait inspiré, ça s'appelle le Naturalia, qui est donc destiné à comprendre un peu la nature, plantes et animaux dans la région urbaine. Donc ce sont des animaux et des plantes que vous pouvez rencontrer dans Bruxelles. J'ai voulu continuer et j'ai fait 2 autres livres. Le premier, ça s'appelle Vivre en symbiose. Ça va vous expliquer comment on devrait, parce qu'il n'y a pas d'obligation, même si effectivement, si on ne le fait pas, ça peut être compliqué, c'est vivre avec la nature. Donc peut-être par exemple créer une ferme qui soit plus du type moyenâgeuse ou éventuellement vivre en pleine nature. Et si jamais on échoue, parce qu'effectivement nos politiques ne sont pas très alertes, il y a une deuxième option, c'est vivre complètement dans la nature, dans un monde apocalyptique où il n'y a plus d'électricité, plus rien, et donc comment on fait pour survivre. Voilà, et donc on va vous parler un peu de ces modes de vie, et donc je cède la parole à Loïc. Nous aurons 3 intervenants, Valérie Antoine à ma droite, Stéphane Vaudel, qui s'est déjà présenté, et enfin Anita Valentin. Donc je te laisse te présenter. Merci Stéphane pour cette invitation, merci Loïc. Mon nom c'est Valérie Antoine, je suis bruxelloise, maman de 2 grands enfants. Je suis aussi poète. Donc j'ai participé sur un autre recueil édité par Novelas et d'autres choses encore. Et donc moi j'ai une vision de la Terre et un rapport à la nature sous l'œil du poète aussi. Voilà. Et du coup Anita. Moi je m'appelle Anita, j'ai 17 ans, je suis en 6e secondaire. Je suis à moitié indienne, à moitié belge. C'est moi qui ai écrit les illustrations du livre Retour au temps obscur. Et donc Valérie, quel est ton rapport à la nature? Mais donc moi comme je disais, moi j'ai un rapport plus poétique à la nature. Je suis très contemplative en fait par rapport à la nature. J'aime vraiment le rapport avec les arbres, j'aime voir le ciel, j'aime le soleil, j'aime les fleurs. Donc j'ai vraiment ce rapport-là, ça a un côté très, très apaisant. Et le fait de vivre en ville, parfois on le perd, en fait, ce rapport à la nature. Et le retrouver, ne fût-ce que dans l'arbre du jardin, que dans les fleurs, dans les parcs. J'habite près d'une forêt aussi, donc il y a ce sentiment de proximité et d'apaisement, en fait, tout simplement. C'est un peu ma façon à moi de vivre la nature. Et toi Stéphane, ton rapport à la nature? Alors moi je suis un amoureux des plantes, j'ai grandi à la campagne, donc ce qui m'a toujours étonné dans les grandes villes, c'est que certains ne savent pas ce que c'est une vache ou un mouton. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué en arrivant à Bruxelles. Et j'ai un ami qui a fait justement les illustrations. Quand je m'assieds dans un champ ou quelque part, il y a toujours des petites bêtes, des coccinelles, des guêpes parfois, des abeilles qui viennent, qui se posent sur mes épaules. Et c'est vrai, la nature m'aime bien et moi j'aime bien la nature. Et c'est pour ça justement donc, que j'ai prévu d'écrire ces livres et de communiquer cet amour de la nature et aussi de donner des petits trucs et astuces dont on parlera plus tard. Donc Anita, c'est quoi ton rapport à la nature, toi? Moi je vais souvent dehors. Non, respirer le bon air frais et entendre les oiseaux. Je trouve ça juste très apaisant d'être dehors. Et comme je vais souvent en Inde, on est dans la jungle et tout, aller se baigner dans la rivière, tout ça c'est toujours très relaxant, plutôt que de rester à l'intérieur tout le temps. Ouais, donc, tu parles de bushcraft dans tes livres, elle surréaliste, tu peux nous en parler plus? Alors le bushcraft, j'ai découvert, honnêtement je ne connaissais pas du tout.
Le bushcraft, c'est une pratique, en fait, qui est de vivre dans la nature avec le minimum nécessaire. Alors il y a des sacs de bushcraft, j'ai vraiment découvert ça en faisant le livre. On peut acheter un sac, l'équipement qui va avec, la hache, le couteau, la petite boussole, de quoi purifier l'eau. Et donc il y a des zones dans le monde, notamment en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, où les gens pratiquent ça vraiment de manière très active, c'est-à-dire ils partent pendant un mois, ils quittent la ville pour aller dans la nature, la montagne, ils chassent. Et il y a un deuxième aspect, donc le survivalisme dont on parle beaucoup et plutôt de manière assez négative en lien avec la guerre, c'est-à-dire que eux, ils préconisent la fin du monde, ils ont peur que le monde n'explose, et donc ils se préparent à cette fin du monde. Et pour ce faire, ils achètent soit des bunkers, qu'ils équipent avec de la nourriture, des conserves. Et ce qui est plus inquiétant, et c'est ça qui fait peur aux Américains en général, c'est qu'ils s'arment. Et donc, on retrouve dans les bunkers des gens qui sont armés, mais avec des fusils d'assaut. Donc voilà. Moi, j'ai vu récemment un reportage, je pense que c'était sur Arte, il me semble que c'était Arte, qui parlait du survivalisme aussi, parce qu'en fait, en Suisse, il y a aussi des survivalistes. Alors là, ils sont armés, mais alors pas avec des fusils d'assaut, mais ce sont vraiment des gens qui se retranchent chez eux, qui sont en quasi-autarcie et qui ont effectivement peur, en fait, d'être attaqués, peur que le monde que l'on connaît se termine bientôt. Et ils se préparent vraiment à survivre. Et donc ils sont voilà, comme ça en espèce d'autarcie. Et moi je pense qu'il y a quand même un petit grain de folie quelque part, parce que c'est même de la paranoïa en réalité. Hein. Donc voilà, mais il y a eu récemment un reportage là-dessus. Donc Anita, tu dis que tu allais souvent en Inde, en Inde, oui. Quelles sont les différences que tu peux remarquer entre l'Inde et la Belgique Bien, en Inde, je trouve que les gens sont beaucoup plus... Comment dire, ils sont détachés de toutes les technologies. Ils ont beaucoup moins les téléphones, les télévisions. En fait, ils ont surtout juste un téléphone et une télévision. Le reste, et encore, c'est pas de très bonne qualité. Donc, voilà. Ils vont souvent dehors. Ils passent leur temps dehors, tandis qu'ici, en tout cas, moi et mes amis, on va souvent à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et peut-être pour en dire, au niveau de la qualité de l'air, la qualité de vie. En Inde, la qualité de l'air est bien plus mauvaise, beaucoup plus polluée qu'en Belgique, mais la qualité de vie des habitants est beaucoup mieux qu'ici. On consomme des produits plus locaux. On fait à manger maison, on consomme moins d'électricité, il n'y a pas de chauffage en Inde. Ouais, un petit peu. Le chauffage en Inde, c'est pas utile. Ouais, l'hiver, ils mettent des pulls, ils n'ont pas de chauffage. Ils sont que des fans en été. Donc oui, c'est beaucoup plus sain qu'ici. Mais évidemment, les mauvaises technologies font qu'ils polluent plus et la qualité de l'air est très mauvaise. Donc ils ne sont pas en très bonne santé. Et il y a une région en Inde qui est plus polluée que d'autres, ou tu sais, enfin tu sais peut-être pas. La capitale, New Delhi, est très polluée. Le ciel est gris. Dans ton deuxième livre, tu parles de si jamais les politiques n'arrivent pas à résoudre le problème de l'écologie, qu'est-ce que tu penses des décisions de la COP et de l'UE à ce niveau-là? C'est une question réchauffée, hein, ça. Donc c'est vrai que les COP, ce sont des grandes réunions d'hommes politiques et d'autres intervenants, et malheureusement, on est à la COP 28 ou 29 même bientôt, et on a l'impression qu'ils font beaucoup de bruit pour rien, qu'ils parlent beaucoup, qu'ils prennent beaucoup de bonnes décisions, mais qui ne sont de toute façon pas appliquées, ou pas appliquées par ceux qui justement polluent le plus. On va citer les États-Unis et la Chine bien sûr. Et donc c'est malheureux. Et ce qui est le plus étonnant aussi, c'est de se dire que parfois ils font les COP, et la masse d'énergie, de pollution qui est utilisée juste pour faire la COP, c'est-à-dire que des gens viennent de tous les pays, ils prennent des avions, ça devient en opposition totale avec les valeurs qu'ils défendent. Donc au niveau de la COP,
voilà, ils peuvent se réunir, mais il faut quelque chose de plus concret. Et là, les spécialistes vous diront réchauffement climatique, 4 degrés, 1,5 degré. Ça, on est d'accord. Et même au niveau de l'Union européenne, il y a des politiques qui se mettent en place. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ou 2030, 2040, 2050, alors que c'est déjà aujourd'hui que les problèmes sont là. Maintenant, voilà. Et toi, tu as un avis Oui, j'ai un avis, un peu comme tout le monde, j'ai un avis forcément. Voilà, moi je rejoins d'abord en fait ce qu'Anita disait. Moi j'étais récemment au Caire et en fait ça m'a rendu malade. Donc voilà, donc l'air pollué de cette ville m'a rendu malade directement. Par contre, c'est vrai que quand on s'éloigne un petit peu de la capitale, on retrouve tout à fait une autre atmosphère. Et des gens qui sont beaucoup plus proches effectivement de la nature et quelque part plus respectueux aussi de la nature. Donc, et par contre, voilà, j'ai aussi eu l'occasion d'aller une fois à Sharm el-Sheikh. Et là, en fait, pour la COP qui s'est passée là-bas, ils ont effectivement fait quelque chose qui n'était absolument pas écologique du tout, c'est qu'ils ont créé des bâtiments, ils ont fait beaucoup de choses qui en fait maintenant ne servent plus à rien, parce que ça n'a servi que pour la COP. Donc ça, effectivement, ça doit probablement se repenser. Moi, je suis quand même favorable au COP dans le sens où ce sont des pays qui se rassemblent, qui en discutent, et ça donne quand même une certaine visibilité aux problèmes écologiques et économiques. Maintenant, voilà, c'est souvent le cas en politique, c'est que les mesures, les décisions prises sur le moment ne sont pas appliquées ensuite. Et puis, il y a du lobbyisme aussi. Et donc, les grandes sociétés internationales qui polluent, ben oui, forcément, eux font du lobbyisme derrière. Donc ça compte évidemment, ça enraye un petit peu la bonne volonté de la COP et les bonnes idées qui pourraient sortir de ça, malheureusement. Anita, tu parlais tout à l'heure de la pollution de l'air et de la pollution tout court de la capitale en Inde. Est-ce que tu as des idées pour améliorer, des pistes peut-être pour améliorer dans le futur? Moi, je pense que en Inde, améliorer, ça serait un petit peu... Ce serait très difficile, parce que toute la ville est... Enfin, tout le monde pollue en Inde, ils jettent tous leurs déchets sur le sol. Enfin, je pense que qu'il y ait des... Enfin, ce serait trop difficile d'envisager des solutions. C'est pas trop ça. C'est défaitiste, tu n'as pas quelque chose d'optimiste, de positif, de changer les politiques peut-être? Oh, mais ça c'est trop. Ça, oui. Et en Belgique? En Belgique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en Belgique? Pour la pollution? Contre la pollution, Contre la pour pollution. améliorer la qualité de vie, de l'air, des plantes. Bien, en Belgique, on pourrait diminuer le chauffage, un petit peu, à haut degré, ou diminuer notre consommation d'eau. Mais ça, ce serait déjà bien. Si tout le monde faisait ça, alors il y aurait des grands changements, je pense. Du coup, on pense que... En fait, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est effectivement repenser notre façon de consommer, mais surtout, c'est de ne plus en fait exporter en fait notre pollution. Parce que quand on fait produire en Inde ou en Chine tous nos articles que l'on achète, en fait, on ne pollue pas ici, donc on peut dire oui, nous on pollue moins, mais on fait polluer là-bas. Et donc ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a plus de sens. Maintenant, je pense qu'il faut, et moi j'ai aimé le mouvement des jeunes, donc il y a quelques années, qui sortaient chaque jeudi pour manifester et pour dire nous on veut un autre monde, on veut pouvoir vivre dans un monde vivable. Moi j'ai aimé ce mouvement-là parce que ça doit venir des jeunes, ça doit venir de l'éducation, ça doit aussi venir du monde en fait. Ça doit venir de partout. Et donc en fait les Indiens doivent être sensibilisés, les Africains aussi. Mon compagnon est soudanais et il dit en fait au Soudan les gens, l'environnement, les changements climatiques, ça ne les concerne pas trop, ils ne se sentent pas concernés en fait. Mais parce qu'ils ne savent pas.
mais ils sont les premiers qui vont en souffrir après. Et donc ça, je pense que vraiment, il faut propager ce message-là à tout le monde. C'est à ça que servent les COP, mais c'est aussi à ça que servent les mouvements, en fait, qui se mettent en marche, comme les jeunes l'ont fait et comme Greta Thunberg l'a fait, en fait, tout simplement. Et toi, Stéphane, tu en penses quoi? Alors, moi je triche un peu parce que à la conclusion du livre, plutôt que de réexpliquer tout ce qui avait été dit finalement, j'ai mis par écrit quelques idées clés, quelques approches très concrètes. Alors, par exemple, moi à l'époque, quand je me brossais les dents, je laissais l'eau couler entre le fait de brosser les dents, remplir le gobelet. Et c'est stupide parce que l'eau coule pendant 3 minutes pour rien. Et donc du coup maintenant je remplis mon gobelet, je coupe l'eau, je me brosse les dents, je nettoie ma bouche, puis je rouvre le robinet à ce moment-là. Pareil, quand on veut faire quelque chose avec de l'eau chaude et qu'au début, le temps que l'eau chaude coule, c'est de l'eau froide. Et du coup je prends un récipient, je garde cette eau froide que je vais utiliser peut-être pour faire l'eau du thé ou pour faire autre chose, ou tout simplement remplir la cuvette des WC, comme ça c'est pas de l'eau gaspillée. Donc voilà, il y a toute une série de petites choses. Alors un truc très important et très facile, quand vous partez de chez vous, vous coupez tout ce qui est électrique et qui n'a pas besoin d'être en veille, genre le frigo, ça vous pouvez évidemment pas le couper, mais tout le reste, la télévision, le modem, quand vous n'êtes pas chez vous, pas besoin d'avoir le modem, à part si vous avez des caméras de surveillance, mais il y a toujours des petits gestes concrets qu'on peut faire dans la vie quotidienne, et déjà ça, le cumul de tous ces petits gestes, c'est déjà une réduction d'énergie et un confort de vie meilleur, je pense. Moi, je pense que la bonne astuce pour l'électricité, c'est le bloc prise avec interrupteur, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'éteindre, de couper complètement l'électricité, de ne pas avoir de perte d'énergie, tout simplement. Voilà. Je vais poser la prochaine question à tout le monde, finalement. C'est par rapport au smartphone, par exemple. Est-ce que vous avez un smartphone? Est-ce que vous le chargez souvent? Est-ce que vous l'utilisez souvent? Et est-ce que vous pensez... Ça, c'est une réflexion qu'à nous, éditeurs, on a souvent, c'est que oui, mais c'est mieux d'avoir un smartphone, c'est des livres numériques, ça pollue moins que les livres papier. Vous avez une opinion là-dessus? Toi aussi, tu peux avoir une opinion là-dessus. Allez, moi, j'ai une opinion là-dessus, oui. Donc, alors, j'ai un smartphone, effectivement, que je dois recharger plus souvent parce qu'il a déjà presque 3 ans, en fait. Donc il y a une certaine obsolescence programmée qui fait qu'en fait ma batterie, voilà. Donc j'ai quand même envie de le tenir le plus longtemps possible. Donc je vais essayer de résister au remplacement du smartphone. Je lis très peu sur smartphone en fait. J'ai quelques e-books mais pas beaucoup. Mais par contre je l'utilise. Ça oui, je l'utilise vraiment beaucoup. Mais jamais pour écrire et rarement pour lire, vraiment. à ton tour. Moi j'ai un smartphone, je le charge souvent parce qu'il est un peu cassé, sa batterie est vachement endommagée. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on achète des smartphones de seconde main avec mon père, parce que c'est mieux. Et je l'utilise aussi beaucoup trop souvent. Et tu fais quoi avec ton smartphone? Je passe le temps. Tu joues, tu chattes, Ouais, je chatte. Quand on est stressé, je joue. J'utilise mon smartphone aussi. Beaucoup de recherches quand je suis pas chez moi, que je suis sur mon PC. Internet, c'est pratique avec le smartphone. Pour les livres numériques, moi j'utilise une Kindle. C'est quand même vachement pratique de pouvoir, quand on a fini son bouquin, en changer sans avoir à en emporter une dizaine dans son sac. C'est un avantage, mais bon, c'est pas le top non plus, quoi. Et devoir recharger tout le temps, ça c'est problématique. Quand tu tombes en rade en plein milieu de ton voyage et tu n'as aucun moyen de charger, là. Et ouais, moi aussi, il commence à se faire vieux, donc il tient 3 heures, 4 heures comme ça. C'est pas le top. Alors moi je vais plutôt insister sur le côté pollution, parce que effectivement donc, quand on met en parallèle le livre papier et le smartphone ou l'ordinateur, le numérique en général, l'argument c'est de se dire oui, si je dois utiliser du papier, je vais abattre des arbres et donc on va détruire les forêts. Mais
ces mêmes personnes ne réfléchissent pas au fait que pour produire la batterie qui est dans le smartphone ou dans la voiture électrique ou dans d'autres, on détruit un écosystème, pas chez nous bien sûr, mais en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc au final, c'est comme Valérie disait, c'est délocaliser la production et la pollution. Et donc au final, il vaut mieux parfois avoir une pollution contrôlée et qui peut, comme une légère déforestation, mais avec un replantage, enfin le fait de replanter des arbres juste derrière et donc contrôler cette pollution, plutôt que d'arriver à forêt, et puis finalement tout détruire. Le papier, il a cet avantage d'être recyclable surtout. Pour les batteries des smartphones ou autres, il y a moins de recyclage. Il y a des matériaux qui peuvent être recyclés, mais la pollution qu'ils engendrent est plus importante que le recyclage, donc le côté positif qu'on peut en retirer tout simplement. Du coup, t'en penses quoi de la voiture électrique Anita. La voiture électrique, oui. C'est mieux que la voiture à pétrole et autres, ou tu préfères l'hydrogène, tu préfères quoi? C'est mieux, mais ça pollue quand même. Parce que pour créer l'électricité de la batterie, il faut quand même polluer. Enfin, l'électricité vient pas de nulle part. Et l'énergie verte? Mais le problème avec les énergies vertes, c'est que en fait, on les empile. En fait, on devrait regarder ça en géo, que le charbon, on investit dans les énergies vertes pour remplacer le charbon et le pétrole. Le problème, c'est qu'on rajoute ces énergies, mais on ne diminue pas le charbon ni le pétrole. Donc au final, on consomme toujours comme d'habitude, et ça s'empile. En fait, j'avais vu une analyse qui comparait les énergies utilisées, et on disait avec fierté, oui, on utilise 15% d'énergie verte. Et en fait, quand on compare en 10 ans, effectivement, on est passé peut-être de 10 à 15%, mais la production totale d'énergie avait, elle, doublé. Donc en réalité, les 15% de production énergie verte, bah, c'est finalement beaucoup moins encore que ce qu'il y a au niveau de la production. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle de la fausse écologie, ou ouais, voilà, c'est pas du bluff, c'est pas du mensonge, mais c'est pas dire la vérité totalement pure et dure. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'est l'empreinte écologique? Vous pouvez dire non, hein, parce que... ou qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'empreinte écologique? Et je poserai la question publique après aussi. Oui, je sais c'est quoi mon empreinte écologique. J'ai déjà fait le test sur Internet. Je ne me rappelle plus du site, ça ne me revient pas, mais il y a un site qui vous permet en fait de calculer votre empreinte écologique, tout simplement. Et donc, cette empreinte écologique, c'est la façon dont vous allez consommer, mais aussi la façon dont vous allez vous mouvoir. Et le fait, par exemple, de prendre l'avion a un impact plus important que de prendre le train, de prendre le vélo ou de marcher a plus d'impact positif que la voiture. C'est toujours la manière dont on va consommer qui va déterminer ça, tout simplement. Tu as déjà fait ton analyse d'empreinte écologique? Non, mais après je me balade souvent à vélo ou à pied, transport en commun. Donc je pense pas qu'elle soit bien haute, mais j'ai jamais fait, effectivement, j'ai jamais pensé à la faire. Non, jamais. Jamais. Alors, et vous? Est-ce que vous faites un peu votre empreinte écologique? Quelqu'un veut intervenir? C'est maintenant? Pardon? On va le faire. Bah, c'est déjà une bonne démarche. Je vais embrayer aussi. Donc, en fait, dans le premier opus, Vivre en symbiose, c'est une ferme comme au Moyen-Âge. Et il y a toute une partie sur comment construire la ferme, comment élever les animaux, quelles plantes planter, potager, comment recycler l'eau. Et dans le deuxième livre, c'est comment vivre si jamais on n'arrivait plus à produire correctement, si le monde explosait, entre guillemets, qu'il n'y avait plus d'électricité. Et donc c'est un peu pour revenir au survivalisme. Mais est-ce que vous avez déjà pensé au fait comment est-ce que j'arriverai à survivre? Est-ce que j'arriverai à survivre? Est-ce que je suis devenu, on va dire, un esclave de la technologie? Si j'ai pas mon ordinateur, si j'ai pas mon électricité, est-ce que je suis capable de me débrouiller? Un sportif comme toi? Franchement, je pense pas.
Enfin, je sais faire un peu de jardinage, mais bon, ça va pas bien loin, quoi. Et balade en forêt, nature, randonnée. Ah oui, faut ce qui est mangeable, entre guillemets, dans les bosquets, ça devrait aller, mais bon, faut trouver, quoi. Et puis en Belgique, ouais, il y aurait moyen. Quelques mois tout au plus, à mon avis. Pas longtemps. Bah alors, moi je suis pas de la campagne du tout, hein. Moi je suis née en ville, j'ai toujours vécu en ville, donc j'adore les plantes et j'essaye d'avoir, même je fais d'avoir des fraises à l'intérieur. En fait. Donc ça j'aime bien, mais voilà, ce n'est pas si simple. Si j'avais plus du tout de technologie, d'électricité, je serais quand même un peu perdue au départ, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aimerais beaucoup en fait. Pour l'instant, je vis en appartement, je n'ai pas de jardin, mais avoir un petit potager, avoir 2 ou 3 poules pour avoir des œufs, moi ça me plairait encore bien. Ouais. Je pense que je pourrais pas faire grand chose. Non. Toute seule dans la nature, perdue, pauvre créature. Je peux pas faire grand chose. Non. Mais par contre, toi qui vis de temps en temps en Inde, tu es déjà plus proche de la nature, tu as déjà une vue de comment eux ils vivent, tu pourrais peut-être appliquer certains principes. C'est vrai, mais ils vont marcher ou des choses comme ça. C'est pas eux qui cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes des fois. Même s'ils sont plus proches de la nature, ça reste comme ici, ils vont acheter leur... Et toi, Stéphane, arriveras-tu à survivre? Alors moi je ne crois pas non plus, enfin j'ai un diplôme en électromécanique, donc en gros je suis habitué à dépanner des trucs, mais c'est vrai que tout tourne autour de l'électricité. Alors j'imagine que je peux me balader dans la nature et repérer certains animaux, certaines choses pour manger, mais bon, je suis asthmatique, sans médicaments, sans traitement. Je crois, toi tu es un grand sportif, hein, on a parlé de tes randonnées que tu peux faire pendant des kilomètres. Moi après 3 kilomètres il faut presque me porter. Donc évidemment on n'a pas les mêmes capacités. Mais voilà, après j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de visions sur comment je pourrais créer un abri, tout simplement. Et donc avec l'aide de quelqu'un, on pourrait survivre dans le fin fond des Ardennes sans doute, dans le désert du Sahara peut-être pas, mais voilà, il y a des conditions qui seront plus propices. Je pense qu'en fait, ça dépend surtout de l'endroit où on vit, en fait. Donc ici, en ville, c'est compliqué. Maintenant, il y a quand même quelques initiatives de potager urbain. Voilà, ça existe. Il y en a un petit peu partout dans les communes. Donc il y a quand même cette volonté de faire vivre les quartiers en ayant aussi un petit potager partagé. Et il y a aussi, j'ai vu, ça c'était sur Watermal-Boisfort, je pense que c'était dans le parc Solvay. Là, ils ont fait un test de mettre des pommiers. Et donc, les gens peuvent se servir, voir combien ils vont récolter. Donc, il y a une balance qui est prévue. Donc, on pèse tout ce que l'on prend. Et donc, ça fait partie d'une étude, en fait. Donc, si on met des pommiers, qu'est-ce qu'on va produire et comment ça va être... gérer, comment ça va profiter à la population, quoi. Donc ça peut être aussi des démarches intéressantes, mais si on est purement dans un quartier urbain, c'est compliqué de survivre sans rien. Plus de supermarché, t'es coincé. Alors moi j'ai une question pour toi. C'est si on te donne un budget illimité, vraiment illimité, donc on te dit voilà, l'argent, il est sur la table, quelle est la première chose que tu fais pour améliorer la nature? Comme ça, on réfléchit. Tu plantes des arbres, tu fermes les puits de pétrole, tu plantes des milliers de forêts. Qu'est-ce que toi tu voudrais voir changer déjà, tout simplement? Quelle est la première chose qui dit ça va? Tu te lèves le matin, tu regardes la télé, tu dis putain non ça va pas, pardon pour le putain. J'enlèverai la pollution. Oui. Et comment? Tu fermes les usines,
Tu transformes les usines, Ouais, sans doute transformer toutes les usines qui polluent en usines à énergie verte directement. Vraiment, je pense replanter des arbres dans les zones déforestées, exploitées à outrance, pour les produits pour le téléphone ou autres. Je pense que c'est quand même des endroits qui ont été vachement détruits. Et donc, ouais, replanter des arbres dans ces endroits-là. Moi, je vais rejoindre les collègues. Donc, je pense qu'effectivement, planter des arbres, c'est nécessaire, c'est utile. Mais moi, je pense qu'il faudrait se concentrer sur la dépollution des océans. Parce que là, c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Donc, il y a des endroits absolument magnifiques qui sont devenus moches parce que pollués par les plastiques. Et donc, moi, je pense que j'essaierai de financer des projets qui pourraient dépolluer les océans de leur pollution plastique surtout. Parce que ça arrive jusqu'à nous en fait. Donc les aliments que l'on consomme sont pollués par des plastiques. Donc même dans les corps de fœtus, ils ont retrouvé des traces de plastique. Donc c'est quand même très très envahissant. Et ça a un impact tellement négatif sur la nature, quoi. Donc je pense qu'aussi une des choses que je ferais, c'est d'inciter les politiques à cesser cette production de plastique. Alors moi, si j'avais un budget limité, je pense que je fermerais toutes les usines toutes les mines à charbon. Alors, effectivement, on pense tout de suite pétrole ça pollue, mais le problème c'est que le pétrole intervient dans tellement d'autres produits, notamment les plastiques, mais aussi des médicaments, les parfums et autres. Donc c'est vrai que si on supprime totalement, on perd toute une série de produits. Donc effectivement, le charbon, arrêter les mines, payer éventuellement les personnes qui travaillaient là-bas le temps de leur donner de quoi se retourner, prendre une nouvelle direction. Mais voilà, ça ce serait moi mon projet très concret. Tu veux ajouter quelque chose, une conclusion? Tout le monde va y passer. Hein. Oui, allez. Voilà, on a eu une conversation tout à l'heure, justement sur. Tu parlais des hormones qui se retrouvaient dans la nature. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux un peu expliquer le processus dont tu avais parlé et comment on pourrait l'endiguer, justement. Mais en fait, c'est très simple. On parlait d'enfants. Et donc, effectivement, on a un moyen maintenant moderne de réguler en fait, les naissances, c'est la prise d'hormones en fait. Et ces hormones, puisqu'on les ingurgite, eh bien notre corps les rejette et elles se retrouvent dans l'eau. Et ça a un impact sur la flore et la faune, surtout des rivières, des cours d'eau, quoi. Alors, quelle est la solution pour arrêter ça? Je ne sais pas, peut-être travailler sur les hormones pour qu'elles soient moins polluantes ou pour travailler sur des filtres qui vont empêcher ces hormones de se retrouver dans le plancton et dans les poissons et puis finalement revenir dans nos organismes aussi. Mais c'est le même problème pour les antibiotiques que l'on consomme et qui se retrouvent aussi dans les eaux usées et qui passent en fait ces barrières, quoi. Peut-être qu'il y a des filtres naturels à développer, je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout scientifique. Mais je pense que voilà, si on avait un budget illimité, peut-être que ce serait intéressant d'essayer d'avoir un impact là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aimer la nature pour toi, Anita? Moi, ça veut dire se battre pour la préserver. Je sais pas, ça. Et concrètement, voilà, on a parlé des manifestations, par exemple. Oui, c'est ça, faire ça, ou soi-même participer et initier les autres. Et dans ta commune ou dans ta région, est-ce qu'il y a des événements, donc par exemple planter un arbre
ou je sais que dans la région liétoise, au mois d'avril-mai, ils offrent des brancs d'arbres ou des trucs à planter. Voilà. Ils font ça dans ta commune? Tu ne sais pas. Moi, ça, je sais pas. Moi, ça, je sais pas. Et toi, Stéphane, pour toi, c'est quoi aimer la nature? Alors aimer la nature, c'est un peu comme aimer tout, hein, c'est respecter, c'est-à-dire comprendre, utiliser et surtout restituer dans l'état dans lequel on l'a reçu. Voilà, moi, quand on compare l'homme en tant qu'individu dans l'histoire de la nature, bah, c'est une demi-seconde, ça ne compte a priori pas. Malgré tout, cette demi-seconde est en train d'avoir un impact très négatif sur tout ce qui s'est passé avant. Et donc voilà, remettre la nature, enfin ça c'est plus de la philosophie, c'est remettre la nature au-dessus de toutes les priorités, au-dessus de l'homme, accepter que l'homme soit un individu dans cette nature. Mais bon, ça demanderait aux hommes, et en tout cas à ceux qui nous dirigent, bah, de l'humilité, tout simplement. L'humilité de se dire, on n'est pas là pour transformer trop notre système, oui, l'adapter, changer un petit peu pour notre confort, mais détruire ne résout rien. Et toi, Valérie? Aimer la nature, c'est surtout la respecter, effectivement. C'est vivre en symbiose avec la nature. C'est faire partie de cette nature. En fait, se sentir comme faisant partie de la nature. Et je pense que l'homme a eu trop tendance, au cours des siècles précédents, à se sentir supérieur en fait à la nature, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça, on le voit quand on a des catastrophes qui nous tombent dessus. Donc pour moi, aimer la nature, c'est vraiment la considérer, la respecter, tout simplement là. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette rencontre. Donc, déjà merci à vous. Mais voilà, moi je voulais aussi vous laisser la parole. Donc si vous avez des questions, des sujets que vous voulez approfondir, ou même des remarques sur ce que vous-même vous mettez en œuvre, ben, c'est l'occasion d'en parler. Et plus de personnes parleront de ces problèmes concrètement, plus on aura d'opportunités et de possibilités d'améliorer les choses. Donc voilà, vous avez quelques minutes, et s'il n'y a pas, ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous retrouver sur le stand 111 côté Jardin à Novelas, où vous pourrez découvrir les livres en lien et d'autres livres. Donc moi je remercie déjà notre chef de cérémonie Loïc, Valérie et Anita pour leur participation. Et donc si vous avez des questions, c'est le moment. C'est toi le dossier. Pas vraiment, comme ça. Non, moi j'étais un petit peu désabusé. Je me disais qu'il n'y avait certainement pas moyen de changer le monde dans lequel on est, globalisé, interdépendant, économiquement très fort, plus que la nature. Et puis il y a eu le Covid, et là le monde s'est arrêté. Et là on s'est rendu compte en fait que c'était possible, que ce qui semblait inimaginable, que le monde s'arrête, qu'on reste chez soi, qu'on arrête de voyager, etc., c'est devenu possible. Et c'est devenu possible parce qu'on a eu un sentiment d'urgence, de nécessité absolue de faire quelque chose. Non, comment est-ce possible que, alors qu'on a des alertes depuis très longtemps sur la situation, l'évolution et les perspectives qui sont catastrophiques, comment se fait-il que ce sentiment d'urgence, là, tout à coup, ne joue pas? Et ça me fait un peu penser à l'incendie de Londres, je ne sais pas si c'est 166 là, ça a commencé dans un petit commerce, voilà. Et la technique classique pour circonscrire les incendies, c'était d'abattre les maisons mitoyennes pour que le feu ne se propage pas. Et les voisins de l'incendie n'ont pas voulu ça, ils ont insisté auprès du maire pour qu'on n'abatte pas leur maison, pour la préserver. Résultat des courses, les 3/4 du centre-ville ont été ravagés. Et j'ai l'impression qu'on est dans la même situation. On est les voisins de l'incendie, on sent, on se dit ça ne va pas nous atteindre, on ne doit pas faire d'efforts nous, sur notre maison, elle doit rester intacte. Et comment est-ce qu'on peut dire, ben non, on doit prendre la mesure, ben désolé pour ta maison, mais pour sauver la ville, on doit devenir ta maison. Comment est-ce qu'on peut créer ce sentiment, faire en sorte que les gens, du coup, aient le déclic et se disent, mais en fait, c'est vrai, si je ne fais pas ça, c'est fini, il n'y a pas que ma maison, c'est tout le quartier qui va y passer. Comment est-ce qu'on peut faire ça?
Alors, je vais répondre, mais après tout le monde peut intervenir, hein, donc ça, c'est pas ça. Mais il y a deux niveaux de réponse. La première est bien sûr une réponse politique. Quand on a arrêté le monde, quand le Covid est venu et qu'on a arrêté de tourner, ce sont les politiques qui ont décidé on ferme tout. Mais c'est le seul, je vais dire, je suis positif dans la démarche, mais là il y a un côté négatif, c'est on a tout arrêté, mais on a de l'argent, on a mis de l'argent pour que tout puisse être arrêté, que le commerce continue à fonctionner, que ceux qui n'ouvraient pas pouvaient quand même continuer de l'argent. Donc ça a un coût financier qui se répercute et que nous allons payer pendant 5-10 ans. Voilà, donc ça c'est le premier problème. Alors effectivement, l'autre option, mais qui reste toujours politique aussi, c'est effectivement de changer radicalement notre façon de vivre, notre façon de penser, revenir soit à des valeurs plus proches de la terre. Moi je prends toujours la référence du Moyen-Âge, où on connaissait mieux la nature, où on la respectait plus, où il n'y avait pas l'industrialisation bien sûr. Ça c'est le côté politique. Maintenant il y a le deuxième aspect, c'est que le politique, on peut toujours cracher dessus et dire voilà, ils font pas leur boulot. En attendant, si nous les citoyens, nous ne faisons pas pression sur le politique pour que eux prennent les décisions qui nous intéressent, on ne bougera pas non plus. Et comme vous l'avez dit, si le voisin ne veut pas qu'on protège la cité en abattant ce qui est légitimement de faire, la maison qui va brûler, demandez à n'importe qui, est-ce que quelqu'un aujourd'hui serait d'accord de dire écoutez, je vais perdre un peu de mon confort pour que le confort global puisse être accepté par tous. Voilà. Et donc, on l'accepte quand il y a ce sentiment d'urgence. Tout le monde a accepté globalement. On l'a pas accepté, ça a été imposé aussi. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, il y a des lois qu'on impose et qu'on ne respecte pas. Donc, je veux dire, en l'occurrence, si tout le monde était sorti dans la rue, même si la politique avait dit on peut pas, il n'aurait pas pu empêcher les milliards de gens dans le monde de sortir. Donc les gens ont accepté ça. À la différence du Covid et des incendies, par exemple, vous avez parlé d'incendies et puis il y a des dizaines d'incendies qui arrivent chaque année, c'est que le Covid, les gens ont eu peur. Ils ont vraiment eu peur de mourir. Et c'est cette peur qui leur a dit, plutôt que de mourir, je vais accepter ça. Et on a souvent cette question, la fin du monde, la fin du mois. Et pour le moment, les gens n'ont pas peur de la fin du monde et ils ont plus peur de la fin du mois. Voilà, je sais pas si... dans ton micro. Elle disait peut-être qu'ils ne voyaient pas, et c'est tout à fait juste, les conséquences de leur décision. Oui, ce qui me frappe aussi, peut-être juste si je peux le micro. Ce qui me frappe aussi, c'est l'incohérence des journalistes. Si vous regardez un journal parlé, vous pouvez avoir très bien des incendies, des inondations, etc. Et dans le même temps, on interviewe quelqu'un du secteur du tourisme et qui dit « Ah, c'est extraordinaire, les chiffres explosent, les gens ont de nouveau envie de voyager, regardez, TUI fait plus 35% de vols, etc. » Et à aucun moment, ils font le lien entre ça et l'impact, et est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Et on a l'impression que, ouf, on peut respirer, c'est chouette, et c'est un message positif dans le journal, quoi. Et donc c'est un peu effrayant, quelque part, de se dire, eux qui sont conscients du problème, puisqu'ils en parlent dans le sujet précédent ou suivant, ils font pas du tout le lien. Alors si eux qui sont là pour porter le message ne font pas ce lien, pourquoi est-ce qu'on peut attendre du commun des mortels de dire, en fait, c'est vrai, je vais pas partir en vacances, parce que je vais faire autre chose, je vais faire autre chose de mon temps. Plutôt qu'à aller sur une plage à Bornéo, je vais peut-être faire autre chose. Mais en fait, on vous encourage à le faire. Donc c'est ça qui est vraiment tout à fait contradictoire pour des gens qui a priori n'ont pas d'intérêt particulier, mais on a l'impression qu'ils n'y réfléchissent pas, qu'ils font pas ce lien. Moi je pense qu'il y a une question de génération en fait. Il y a les gens qui, mon âge entre guillemets, donc moi je suis dans la cinquantaine, on n'a pas du tout été élevé dans ce principe de l'écologie. On triait de toute façon pas. Mon père était absolument ravi de nous emmener partout en voiture, donc on prenait pas le bus, on prenait pas le tram. Ça change en fait. Moi je suis certaine que les générations futures prennent plus conscience qu'ils doivent se mouvoir autrement, qu'ils doivent changer les choses, qu'ils doivent être acteurs. Et je pense que c'est ça, il faut d'abord s'approprier l'information et se dire que nous sommes chacun des acteurs du changement. Par exemple, moi je travaille pour une société de voitures partagées et on a beaucoup de jeunes qui sont clients parce qu'en fait ils n'ont plus comme leurs parents ou leurs grands-parents
besoin d'acheter une voiture personnelle. Ils ont d'autres alternatives, mais ils font une démarche vraiment personnelle de dire mais non, moi je vais prendre un vélo électrique et emmener mes enfants à la crèche comme ça. C'est vraiment s'approprier le message et réaliser qu'on est acteur de ce changement-là, quoi. Mais ça prend 20 ans. Voilà. Et il y a une autre chose, c'est que chez les plus jeunes, par contre, il y a de plus en plus de problèmes d'éco-anxiété. Les très jeunes, les adolescents de maintenant, sont tout à fait conscients de ça. Et je pense aussi que c'est là qu'il y a, pour moi, une petite lueur d'espoir, c'est que les jeunes générations vont changer un peu plus que nous. Et on a 2 jeunes avec nous, hein, on va leur poser la question. Hein. Des jeunes qui ont l'âge de mes enfants, donc du coup... Du coup, moi, je vais revenir sur... Enfin, vous aviez dit que les TUI avaient pris 35%, mais... Enfin, oui, la compagnie aérienne. Et je vois, par exemple, je vais partir en vacances dans le sud de la France, je regarde d'abord les prix des trains ou des bus et tout ça, et voilà, le problème part de là, en fait. C'est on veut prendre des transports qui sont verts, entre guillemets, et c'est 10 fois plus cher qu'un billet d'avion. Et alors, évidemment, l'argent, la question de l'argent, du budget va se poser, et donc on va plus aller vers l'avion parce que c'est plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Donc, enfin, je suis clairement d'accord pour prendre ces décisions-là qui sont plus écologiques. Mais le problème, c'est qu'il faut que les compagnies, le gouvernement fassent des gestes qui permettent d'aller vers ces décisions-là plus facilement. Parce que prendre 8 heures de train et peut-être payer 10 fois plus cher que l'avion qui fait 2 heures et 10 fois le moins prix, bon, c'est bien beau 5 minutes, mais c'est vite choisi en fait. Mais donc justement, comment confronter les politiques à leurs incohérences? Parce que d'un côté, ils ont un discours qui est il faut effectivement faire, on signe les grands accords internationaux, on doit faire attention, etc. Et puis, ils subventionnent un aéroport local où le vol principal, c'est aller d'Anvers à Courtrai, 98 km. C'est complètement débile. Mais c'est absurde, avec de l'argent public. Donc c'est subventionné parce que c'est pas viable en plus. C'est complètement absurde. Je vais vous répondre en étant un grand naïf, ce que je ne suis absolument pas. Nous sommes une année électorale. Dans 3 mois, il y a des élections. Dans 3 mois, nous avons la possibilité de choisir pour des personnes qui, oui, tout à fait, qui sont censées représenter les gens qui les ont élus et effectivement agir en fonction des politiques qu'ils ont, qu'on leur souhaite, qu'on sollicite. Mais voilà, après, le système belge, bon, moi je suis heureux en Belgique, hein, je ne critique pas du tout, mais la démocratie à la belge a quand même quelques revers de médaille assez conséquents. Et je suis malheureux de dire ça, mais qu'on vote ABCD, de toute façon c'est ABCD dans la coalition, donc ça change pas grand-chose, malheureusement. Et là du coup, si comme toi tu vas voter, peut-être pour la première fois pour les élections européennes, est-ce que tu penses que le fait que les jeunes puissent voter, ça va changer, ça va avoir un impact? Est-ce que les jeunes auraient un vote réfractaire ou de révolte? Sans dire pour qui tu vas voter, hein, on s'entend. Moi, dans les jeunes que je connais, on n'a pas vraiment idée des partis qui existent et on ne connaît pas grand-chose. C'est inquiétant quand même. Oui. Vous allez voter, vous ne savez pas pourquoi ni pour qui. C'est inquiétant. Oui, mais il faut quand même dire aussi que le politique là ne les a pas aidés. Parce qu'ils ont décidé maintenant que les jeunes de 16-17 ans allaient voter. C'est devenu obligatoire. Oui, mais en fait, quelque part, ils n'ont pas eu le temps d'être préparés à ça. Les écoles, même les enseignants, n'ont pas eu le temps d'enseigner le minimum, en fait, à savoir pour leurs élèves. Donc moi, j'ai aussi un garçon de 16 ans qui va devoir voter et il est un peu perdu, là, en fait, parce qu'il ne sait pas. Donc, oui, c'est compliqué. Là, le politique, encore une fois, a mal joué. Hein. C'est un coup qu'on va avoir. Enfin, notre prof de géo a dit qu'elle allait nous apprendre. Il est temps là, hein. C'est ce qu'elle dit, mais pour l'instant. Okay. Mais tu voulais répondre aussi peut-être justement l'école avait mis en place des choses ou Oui. Bien, dans mon cours de l'année passée, l'écologie est un thème qui était présent toute l'année. On n'a fait que ça, et il y avait même des COP qui s'étaient organisées juste à propos de ça. Donc oui, les jeunes maintenant ils sont bien renseignés à propos de l'environnement.
Merci. Quelqu'un a une autre question? Ou monsieur peut avoir d'autres questions, hein, Non? Ah, monsieur, vous pouvez prendre le micro. S'il vous plaît, ne pas... Ouais, voilà. Bonjour, je m'appelle Frédéric et je me demandais en fait si vous, par exemple, dans vos livres, vous parliez de l'appauvrissement des sols. Parce que ça, c'est peut-être une question qu'on ne se pose pas assez souvent, je pense, et qui a un impact en fait sur la façon dont on consomme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va consommer des produits d'alimentation qui sont beaucoup moins nutritifs et par voie de conséquence, on va consommer plus pour avoir le même apport, quoi. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose de concret qu'on peut faire à petite échelle à ce niveau-là, quoi? Ok, alors, c'est moi qui vais répondre du coup. Dans le livre Vivre en symbiose, il y a toute une partie qui concerne l'agriculture et donc la culture plutôt maraîchère, on va dire, en potager dans son jardin. Et une chose qui est revenue fort d'actualité avec les manifestations des agriculteurs, c'est qu'ils étaient opposés aux 4% de terres non cultivées. Et en fait, moi je pense à l'assolement triennal dont on nous parle au Moyen-Âge, où on avait une partie de terre qui n'était pas exploitée, qui pouvait se reposer, se régénérer. L'autre option, c'était justement de faire des cultures tournantes. Donc ça j'en parle un petit peu. Au niveau de l'élevage, bon là je n'approfondis pas trop parce que c'est pas du tout mon domaine. Voilà. Alors votre deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle? Ouais. Alors c'est une réponse que je n'aime pas donner, mais c'est écrit dans le livre. Mais voilà, c'est il y a toute une série de petites mesures que nous pouvons prendre individuellement. Ça c'est pour répondre à la question de monsieur. C'est de notre point de vue et puis du point de vue du politique. Maintenant, si vous voulez quelque chose de concret, le livre en lui-même est un exemple concret d'une exploitation autonome avec comment on construit la maison, les fondations, le type de matériaux utilisés, donc plutôt du recyclage, plutôt que telle ou telle chose. Donc chaque étape du livre vous permet, vous, individuellement, et il y a des gens qui le font, il y a des vidéos sur YouTube et d'autres chaînes qui expliquent comment ils font leur propre maison. J'ai rencontré quelqu'un qui construit sa petite cabane au fond des bois, c'est vraiment l'expression dans la région de Dinan. Donc voilà, chacun peut décider de se dire, voilà, je vais vivre dans une maison 4 façades qui va consommer beaucoup, ou bien vivre dans une tiny house. Et donc ça, ce sont toutes des étapes de réflexion qui sont expliquées dans le livre. Là, je ne peux pas répondre de manière très concise. C'est un bouquin qui fait quand même 180 pages sur le sujet. Donc voilà. Je pense qu'on arrive au bout, tout doucement. J'avais juste une petite remarque, en fait. Moi, je pense que la réponse, elle est politique. Hein. L'appauvrissement des sols, c'est la façon dont on cultive, c'est la façon dont on demande aux agriculteurs de travailler. En fait, c'est ça le problème. Donc, on finance un système qui est mauvais pour la nature. Maintenant, il y a aussi un contre-courant de gens, de jeunes producteurs qui veulent revenir à une agriculture plus saine. Et qui le font, mais ce sont des petites initiatives locales. Moi, je pense que individuellement, ce qu'on peut faire, c'est aussi favoriser ces gens-là en achetant leurs produits. Donc moi, j'ai un ami qui est parti donc dans les Ardennes et qui est depuis 7 ou 8 ans maraîcher. Voilà, à chaque fois qu'il a des récoltes, eh bien, on achète ses produits. Alors c'est un petit geste, c'est vraiment très local et c'est très petit, mais c'est un geste qui compte aussi. Et ça, je pense que voilà, il faut aussi qu'on sorte de la manière dont on a consommé et de la manière dont on s'est habitué à faire, en fait, simplement. Et pour conclure, on parlait d'empreintes écologiques, de fausses écologies, je reprends aussi dans le livre, mais il y a aussi un truc, c'est que parfois il vaut mieux acheter un ananas, donc qui vient d'office en avion, que de faire 45 km avec sa voiture pour acheter des produits dits locaux, parce qu'au final, la production et le transport coûtent plus cher. Et donc il faut faire attention à ce que l'on... Enfin, moi j'ai appelé ça la fausse écologie, mais d'avoir de très bonnes intentions, c'est-à-dire effectivement acheter local, je vous invite à acheter local, mais acheter local à vélo plutôt que de sortir le SUV. Je veux dire, il faut rester cohérent dans la manière dont on fonctionne. Voilà, et puis même... Là je prends l'ananas, mais quand on prend le cacao, c'est vraiment le sujet d'actualité, Pâques vient de passer, le prix du cacao a tellement explosé, le chocolat va devenir impayable. Mais c'est pareil, après il y a des producteurs qui font du très bon travail, qui ne se font pas surexploiter par des grandes entreprises qui veulent faire du bénéfice. La vraie solution
et là c'est presque un discours politique, c'est il faut soit décider d'arrêter de vivre dans une société ultra-capitaliste où le profit n'est que le seul objectif, ou accepter de perdre un peu de son confort individuel, chacun, pour que finalement on puisse tous vivre mieux en collectivité, autant en Belgique qu'en Europe, qu'en Afrique, que dans tous les autres pays, et voilà, réduire les inégalités à ce niveau-là. Je vous remercie.